Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière de votre Caisse des Jardins du Cœur des Vallées, qui se distingue par sa nature coopérative et son implication au sein de la communauté. Ce soir en manchette, intimidation à Hormidas-Gamelin, une pétition est en ligne, des nouvelles de la coop santé de la Basse-Lièvre et la grande traversée, expérience inoubliable pour 10 étudiants. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy et bienvenue à cette édition d'Infomac du jeudi 8 mai. On débute le bulletin avec un dossier chaud. Vous avez sûrement entendu parler de la pétition qui a été déposée pour l'intimidation à Hormidas-Gamelin et qui circule depuis quelques jours sur le site internet change.org. En quelques jours seulement, plus de 500 personnes ont signé cette dite pétition qui a été mise en ligne, justement, comme je vous mentionnais, par une étudiante d'Hormidas-Gamelin qui a été victime d'intimidation. Mais ce que cette étudiante dénonce, c'est le manque de sécurité et l'inaction des instances concernées, bref, la culture du laisser-aller. Dans le cas présent, des plaintes ont été déposées à la commission scolaire au Cœur des Vallées ainsi qu'au service de police de Gatineau. Du côté de la CSCV, on n'a pas voulu nous accorder d'entrevue à la caméra, nous référant un média écrit, affirmant que les commentaires seraient les mêmes. Je me permets donc de vous citer les paroles de Rénal Goudreau, directeur général de la CSCV, qui affirme que, et je cite, « Ce n'est pas toujours facile de trouver qui a commencé la chicane et de partager la part de chacun. » Fin de la citation. Pourtant, les commentaires sur la pétition affluent à un rythme accéléré. De nombreuses personnes, pas seulement de Gatineau, mais de partout au Québec, dénoncent l'intimidation. Des membres du corps professoral d'Hormidas-Gamelin sont cités à de nombreuses reprises dans les commentaires. Pour plusieurs, les années passées à Hormidas-Gamelin semblent être les pires de leur adolescence. J'ai d'ailleurs parlé avec une ancienne étudiante qui avait voulu me raconter son histoire sous le couvert de l'anonymat. Une des situations les plus pénibles pour elle en fin de secondaire, c'est d'avoir été frappée en pleine figure par son professeur avec le manuel scolaire, car cette dernière aurait compris un juron. Mais elle se dit chanceuse d'avoir eu des amis au fil des années et de continuer à sourire et qu'il faut surtout être plus fort que les intimidateurs. Provenant du site de la pétition maintenant, Amélie Rébert y va de ce commentaire. « J'ai fait mon secondaire 5 à Buckingham et ce fut la pire année de ma vie. J'ai plusieurs fois dû défendre d'autres personnes qui étaient victimes d'harcèlement et l'école n'a jamais levé le petit doigt pour les aider. » Roxane Fizet, quant à elle, dit « J'ai vécu la même situation à cette école et je peux vous dire que la direction ne vaut pas grand-chose. Il est temps de faire changer les choses. J'ai dû moi-même me défendre agressivement pour que l'on me respecte un peu. Ça n'a pas mené à grand-chose, mais au moins, j'ai le respect que je mérite aujourd'hui. Les TES de cette école, les professeurs et j'en passe ne veulent pas s'impliquer pour rien de peur de se faire haïr par les élèves, mais certains ne voient pas le mal fait autour d'eux à garder le silence. J'ai passé les 4 pires années scolaires à cette école. » Vous pourrez retrouver le témoignage de la personne qui a fréquenté Hormidas-Gamelin et qui a subi de l'intimidation sur notre site internet au www.tvc.qc.ca ou encore via notre page Facebook. Changement de sujet, je vous le mentionnais lors du dernier bulletin d'Infomac de mardi dernier, la coop santé de la Basse-Lièvre offre maintenant une offre de service prolongée pour ses membres, les mardis et les mercredis soirs de 17 à 21 heures. La coop ne cesse d'innover et ouverture prolongée à tous les soirs et dans le projet futur. Mais pour l'instant, on peut écouter la docteure Mélanie Lacasse nous expliquer pourquoi la coop a choisi d'étendre ses heures en soirée. En fait, oui, effectivement, c'est un besoin qu'il y avait au niveau de la population. On trouvait que les patients avaient besoin d'avoir beaucoup plus de services et on a offert d'ouvrir le mardi et le mercredi. En même temps, ça évite aux gens d'aller aux urgences, au service des urgences de l'hôpital pour requérir des soins de santé qui n'ont pas nécessairement besoin d'une urgence, mais plutôt d'une mini-urgence ou d'un service de sans rendez-vous pour pouvoir, par exemple, une otite ou un mal de gorge que l'enfant ou le parent a besoin de consulter sans attendre des 6 et 12 heures à l'urgence. La coop de la santé compte plus de 1500 membres à son actif. De nombreux professionnels de la santé s'ajoutent à l'équipe et le recrutement continue. Avec les nouveaux agrandissements, soit 14 nouvelles salles qui seront inaugurées très bientôt, la coop continue d'élargir ses horizons afin de servir la population de la meilleure manière possible. On peut écouter à nouveau la docteure Lacasse sur le sujet. La coop va bien, le recrutement va bien. C'est certain qu'on poursuit notre recrutement autant au niveau des membres qu'au niveau du personnel. Et on espère recruter également des nouveaux médecins. On a un nouveau médecin qui a commencé en février dernier et à l'automne, on espère en avoir 3 nouveaux de plus. Communautaire maintenant, je vous en ai parlé au mois de novembre dernier, la table de concertation des aînés de la Petite Nation et Vallée de la Lièvre, soit le TCA-PNVL, s'est alors réuni pour mettre sur pied un plan d'action 2014-2017. Ce plan d'action vise à améliorer les conditions de vie des aînés.
Une journée de mobilisation a eu lieu le 7 mai dernier afin de préciser les objectifs et moyens du dit plan d'action. Environ 80 personnes provenant d'organismes divers du monde politique ont travaillé en groupe afin de trouver des pistes de solutions pour les 5 thèmes soulevés, soit le transport, la sécurité alimentaire, les saines habitudes de vie, l'isolement des aînés et les milieux de vie. Basée sous forme d'échange, cette journée a permis à la table de cheminer dans le dossier. On peut écouter Mme Chantal Gervais, coordonnatrice de la table, concernant le nombre de gens présents ainsi que les prochaines étapes. Nous avons 91 personnes qui ont répondu à l'invitation et c'est vraiment varié au niveau des municipalités, soit dans la Petite Nation ou dans la ville de l'Île-de-la-Bièvre. Nous sommes vraiment très satisfaites. Oui. La prochaine étape, c'est bien entendu de prendre des gens intéressés. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire, qui veulent travailler avec la table, c'est-à-dire avec le comité de coordination pour former une table, pour travailler le plan d'action dans des moments précis selon les moyens qu'on aura définis aujourd'hui, les objectifs. Et en novembre prochain, nous allons avoir une autre activité qui va donner un suivi des résultats jusqu'à date. Bien entendu, ça va se poursuivre jusqu'en 2017 pour donner à la population les comptes rendus et les résultats, les fruits qui vont être portés, là. M. Jean-Paul Descoeurs était présent lors de la journée de mobilisation, très importante pour lui. Il croit que cette journée ne peut qu'être positive pour les aînés de la Petite Nation et de la Basse-Lièvre. On peut l'écouter sur l'importance de ces journées de mobilisation. C'est de faire connaître que des personnes âgées manquent de services et beaucoup de personnes âgées sont dans l'isolation, sont seules dans des maisons et on ne les connaît pas. Quand il y a des activités communautaires ou dans la municipalité, souvent les gens dans le besoin ou les gens qui ont besoin d'aide ne viennent pas parce qu'ils ne sont pas au courant, ils n'ont pas les moyens de transport et ainsi de suite. Je pense que c'est d'aller chercher le meilleur pour ces gens-là. Environ Éducation a lancé sa seconde campagne de vente de barils récupérateurs de pluie, ce qui constitue sa campagne de financement qui permettra de consolider les projets dans les écoles éco-citoyennes de la région. L'an dernier, 440 barils ont été vendus. Chaque baril a une capacité de 200 litres et coûte 78 $, ce qui permet de récupérer environ 6 000 litres d'eau par été. Les barils doivent être réservés et seront distribués le samedi 24 mai lors d'une journée familiale au Collège Héritage. Les formulaires pour les réservations sont disponibles au www.enviroeducation.org. On peut écouter M. Marc Bureau, président du conseil d'administration d'Enviro Éducation, nous expliquer le concept des écoles éco-citoyennes. Enviro Éducation a bâti un programme qui permet, avec l'aide des directions et des professeurs, de faire en sorte que les élèves deviennent des personnes engagées à diminuer leur impact négatif sur l'environnement en acceptant aussi de modifier leur attitude, leurs gestes quotidiens et en adoptant des choix éco-responsables et ce, dans une perspective collective. On espère également rapprocher les jeunes de la nature et les inciter à la préserver. Les journées de travail dans la vie d'un député fédéral se déroulent à un rythme effréné. Les journées sur la colline parlementaire diffèrent de celles passées en circonscription. Le reportage de cette semaine porte sur le député fédéral pour le Pontiac, M. Mathieu Ravignan. On peut écouter le reportage. Mathieu Ravignan a été élu dans la circonscription du Pontiac lors de la vague orange qui a balayé le Québec aux élections de 2011. Le territoire du Pontiac étant très large, le député a, en plus du bureau sur la colline parlementaire, 3 bureaux de circonscription qui lui permettent de rencontrer des citoyens. Le bureau de circonscription permet d'aider les citoyens s'ils rencontrent des problèmes divers avec des programmes gouvernementaux tels que l'assurance-emploi ou l'immigration. Les bureaux de circonscription servent également de lieu de rencontre pour les groupes, les organismes qui désirent discuter de sujets divers avec le député. D'après le calendrier parlementaire, le député séjourne 1 semaine sur 4 lorsque la Chambre est en fonction, mais est beaucoup plus présent en circonscription lorsque la Chambre est ajournée. Tout à fait, je pense de plus en plus aussi, mais du début, mes journées en circonscription dans les bureaux sont très occupées. J'ai une réunion après une autre. Des fois, je prends l'opportunité aussi de visiter certains lieux qui sont près d'un bureau ou de l'autre, où les gens ne peuvent pas nécessairement se déplacer. Mais nos bureaux sont très utilisés, oui, heureusement. Lorsque Mathieu Ravignan est sur la colline parlementaire, les journées débutent très tôt pour se terminer très tard.
Revue de presse, rencontres préparatoires pour les comités ou la période des questions, rencontres avec des organismes, tout est noté à l'agenda qui est bien rempli. En tant que porte-parole officielle du NPD au Conseil du Trésor, Mathieu Ravignan siège au comité permanent des comptes publics. Il a également siégé auparavant durant plusieurs mois au comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires alors qu'il était porte-parole aux travaux publics et services gouvernementaux. Pour moi, qu'est-ce qui est important au bureau, c'est vraiment tout le travail parlementaire qu'on fait, c'est-à-dire de comprendre les projets de loi qui sont dans la Chambre, les débats qui se passent, me préparer dans mes fonctions, être certain que tous les contacts que j'ai eus avec les citoyens dans mon comté, que je formule des opinions et que j'écris des discours qui prennent en compte leur opinion, leur point de vue, et que je les défends ici à Ottawa. Le mandat du bureau de circonscription est d'aider les commettants, celui sur la colline parlementaire, sert pour les réunions, les caucus préparatoires, la préparation pour la période de questions, mais chose certaine, les deux sont intimement reliés. Malgré les journées très chargées, Mathieu Ravignan adore son travail, aime être la voix des citoyens au Parlement. La passion pour la politique augmente jour après jour et ne semble pas être sur le point de s'estomper. Oui, c'est des grosses journées, mais c'est très passionnant. On apprend énormément. Et puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on peut participer dans des moments historiques qui se passent dans notre pays. Et puis, on peut être une voix forte pour les gens qu'on représente. Et puis, c'est un devoir de le faire. Pour les politiciens, il est important de se donner à fond dans ce que l'on entreprend et être fier de ce que l'on accomplit. C'est ainsi que Mathieu Ravignan voit 2015, année des prochaines élections au niveau fédéral. Mais ultimement, je pense que qu'est-ce qui est important pour moi, c'est que, élu, pas élu, réélu ou pas réélu, j'ai fait un bon travail. Et puis, je peux... faut toujours penser qu'on est très âgé, puis on est près de la mort. Puis, faut penser à ça, il faut garder ça en tête, puis se dire, est-ce que les 4 ans que j'ai passés à Ottawa ont valu le coup? Est-ce que j'ai fait mon devoir? Est-ce que j'ai la conscience tranquille? Donc, pour moi, peu importe ce qui se passe en 2015, je travaille fort, je vais travailler fort et je vais être fier du travail que j'ai fait. La Grande Traversée promouvoit l'activité physique chez les jeunes. M. Carlelli et ses étudiants partiront pour la Colombie-Britannique afin de vivre ce périple inoubliable. J'ai rencontré M. Elie afin d'en savoir un peu plus sur le projet. On peut écouter l'entrevue. Avec M. Carlelli, qui est éducateur physique à l'École secondaire Romdas-Gamelin. Bonsoir. Bonsoir. À toutes les années, vous essayez de trouver une façon de faire bouger vos jeunes, leur donner un défi. Et cette année, c'est la Grande Traversée. Faites-moi un bref historique. Qu'est-ce que la Grande Traversée? La Grande Traversée, c'est une idée de Laurent Brisebois de Vancouver, qui avait entendu parler du défi Pierre Lavoie. Il a rencontré Pierre Lavoie. Il a parti le programme des Cubes Énergie au primaire et il a essayé de partir quelque chose au secondaire. Discutant avec Pierre Lavoie, l'idée est lancée, pourquoi tu ne viens pas faire un tour chez nous? Et à partir de ce moment-là, le relais, l'idée de faire un relais pan-canadien avec des élèves du secondaire, venir rejoindre Pierre Lavoie à Québec pour la Grande Traversée, ça l'a parti de là. La première année a eu lieu l'année passée, en 2013, et cette année, c'est la deuxième édition, c'est ça. Juste pour être certaine que j'ai bien compris, on parle de relais pan-canadien. Les étudiants n'ont pas à traverser le Canada au complet en vélo. Non, le relais se fait par province. Les écoles s'inscrivent. Une fois que ton école est choisie pour faire le relais, tu traverses ta province et après cela, les élèves d'une autre province prennent le relais et continuent. Alors pour nous, je veux dire, nous, on va aller faire une partie de la Colombie-Britannique et lorsqu'on va être rendu à la frontière de l'Alberta, c'est des élèves de l'Alberta qui vont traverser leur province et ainsi de suite jusqu'à Québec. Vous avez eu quelques petites complications, justement. J'entends déjà les téléspectateurs se dire on traverse notre province, mais on n'est pas en Colombie-Britannique.
Pourquoi, justement, vous allez aller? Ben, au début, lorsqu'on s'est inscrit, les dates n'étaient pas définies. Okay? Alors, notre école a été choisie pour faire la Grande Traversée et on nous donne les dates. Le Québec et notre traversée de la province, c'était du 9 au 13 juin. Grosse bémol, ça arrive avec les examens du ministère de l'Éducation. Alors, discute avec l'organisateur, Laurent Brisebois, à Vancouver. Je lui explique la problématique. Il me dit, est-ce que tes jeunes veulent? J'ai dit, c'est certain que mes jeunes veulent. On a même commencé à s'entraîner, et ainsi de suite. Il dit, donne-moi quelques jours, je vais voir ce que je peux faire. Quelques jours après, il me donne un coup de téléphone, il dit, pas de problème, je vous amène en Colombie-Britannique. Pendant des dates, qui est cette année du 13 au 16 mai, qui ne vont pas toucher les élèves pour leur examen. Et le tout à leurs frais. Alors là, ça a été une joie merveilleuse. Vos étudiants, justement, ont dû être vraiment contents de pouvoir continuer le projet. Oui, c'est certain. On était déjà contents d'être choisis pour faire ce défi-là. Maintenant, on s'en va dans l'Ouest canadien, où est-ce qu'on sait très bien la beauté des paysages, et ainsi de suite. Combien d'étudiants participent à la Grande Traversée avec vous? Initialement, on était supposé en avoir 5. J'en ai inscrit 10 et ils ont tous été choisis. Quand même une très bonne nouvelle. Êtes-vous satisfait? Oh, je suis énormément satisfait. Les jeunes ont travaillé énormément. On s'entraîne à plusieurs heures semaine, là, depuis le mois de décembre, entre 5 et 8 heures minimum d'entraînement semaine pour augmenter l'endurance cardiovasculaire des élèves, pour qu'on soit capable de faire le défi, parce que chaque élève va avoir à parcourir une distance entre 75 et 110, 120 km par jour pendant 3-4 jours. C'est quand même quelque chose. Là, vous me dites un entraînement pour augmenter le cardio. Typiquement, là, une semaine d'entraînement pour vos étudiants, ça ressemblait à quoi? À l'hiver, okay, on parlait de lundi 1h, 1h30 de vélo stationnaire, mardi 30 minutes de jogging, mercredi une autre heure, heure et demie de vélo stationnaire. Excusez-moi, le mercredi c'était repos, jeudi la même chose, vélo stationnaire 1h, 1h30, le vendredi 30 minutes de conditionnement physique. Samedi, repos et dimanche à l'intérieur. On partait au début des entraînements à 1 heure et les dimanches, on a augmenté jusqu'à 3 heures de vélo stationnaire à l'intérieur. Là, lorsque la belle température est arrivée, on sort les vélos, on avait hâte, sort les vélos et commence à parcourir les distances réelles, des 40 km, 50 km lundi, jeudi et la fin de semaine. On fait des distances plus longues. Exemple, dimanche passé, on a fait un 65 km. En fin de semaine, on s'enligne pour essayer d'expérimenter près d'un 100 km. C'est quand même pas rien. Et surtout les étudiants, c'est des étudiants de secondaire 4 secondaire et 5. Secondaire 4 et 5, oui. Souvent, il y en a plusieurs qui vont travailler en plus de l'école, de l'étude. Personne n'a abandonné? Non. Non, c'est pas facile. C'est certain qu'il a fallu qu'on s'encourage mutuellement. Et ça donnait une couple de coups de pied dans le derrière des fois. Ça ne nous tente pas toujours. Moi, honnêtement, là, il y a plusieurs entraînements qu'une chance que les élèves étaient là parce que ça ne m'aurait pas tenté d'aller. Okay? Mais je sais que les élèves comptent sur moi puis que moi, je compte sur les élèves. Alors, on forme une équipe et on s'entraide pour arriver à faire ce défi-là. Et chaque élève partait d'un niveau de conditionnement physique différent. Il y en a qui étaient déjà en bonne condition physique, il y en a d'autres qui étaient moins, qui avaient besoin de travailler. Et ça, c'est correct. L'important, c'est de se donner un défi et d'essayer d'accomplir ce défi-là. Qu'est-ce que vous pensez que vos étudiants vont retirer de plus positif de cette expérience-là? Le sentiment d'être capable de réussir un défi aussi important que cela. Et aussi, on a appris depuis qu'on a sorti à l'extérieur comment c'est de travailler en équipe. Parce que franchir une distance de 60, 70, 80, 100 km à vélo à l'extérieur, il faut travailler en équipe, sinon on brûle beaucoup plus d'énergie qu'on devrait et on se fatigue beaucoup plus vite. Alors c'est là qu'on travaille, on lui montre des techniques, et ainsi de suite. Puis j'ai l'aide d'un copain, un spécialiste, Valier Simard, qui est un bon spécialiste de vélo, parce que moi, je n'avais jamais fait de vélo vraiment avant, à part qu'un petit peu de vélo dans les rues, là. Excellent, mais c'est tout le temps qu'on a, mais on vous souhaite quand même une très bonne traversée. Je vous invite à revenir nous voir pour nous expliquer comment le tout s'est déroulé. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.
Maintenant, l'heure des sports avec François. François, bonsoir. Bonsoir. On débute ça en plongeant la Coupe Canada. Oui, effectivement, en fin de semaine dernière, au centre sportif, ici à Gatineau, c'était l'édition de la Coupe Canada, un tournoi très relevé. On sait que les Chinois étaient là. On avait aussi des athlètes olympiques là, qui ont participé à la compétition. Et sans grande surprise, les Chinois ont dominé. Ils ont remporté 6 des 8 finales dans la journée de dimanche. C'est une bonne moyenne. Ah, c'est une très bonne moyenne. Les 2 finales qu'ils ont échappées, il y a du côté des hommes, ce sont des Mexicains. J'oublie là dans quelle discipline. Et du côté des femmes, c'est au niveau là, du plongeon en synchro, c'est Jennifer Abel et Pamela Ware qui ont remporté la médaille d'or. Alors, ça a quand même été là, un super spectacle, ça a été très relevé. Et il y a d'autres Canadiennes aussi qui se sont illustrées, notamment il y a Roselyne Fillon qui a remporté l'argent au tremplin là, aux 10 mètres. Megan Benfeito, elle aussi, a remporté le bronze aux 10 mètres. Et Jennifer Abel a remporté également une médaille d'argent au 3 mètres, c'est-à-dire au plongeon 3 mètres. Et bonne nouvelle aussi, c'est que l'événement, la Coupe Canada à Gatineau, c'est assuré jusqu'en 2017. L'entente est signée entre la ville de Gatineau et Plongeon Canada ou Dive Canada, comme il faut dire. Alors, écoutez, ça augure bien, puis spectacle haut en couleur. Excellent, on passe du plongeon au soccer. Oui, on sait que le FC Outaouais entame sa 2e saison là, dans la Ligue première du Québec. C'est une ligue semi-professionnelle, calibre assez relevé. C'est un petit peu en bas de l'Impact, mais pas beaucoup. Ils avaient une ouverture de saison vendredi dernier, malheureusement, avec la température, ça a été des conditions un peu plus difficiles. Mais ils ont quand même réussi un match nul de 2-2 contre ACP de Montréal-Nord. Le prochain match aura lieu le 11 mai prochain contre Blainville. Et l'objectif, c'est de terminer dans le top 3, aux 3 premières positions. Écoutez, il y a 6 équipes dans la Ligue. C'est l'Assomption, Montréal-Nord, Longueuil, Mont-Royal, Outremont, Blainville et naturellement là, le FC Outaouais. Les parties locales, pour ceux que ça intéresse, ça se joue au stade Mont-Bleu. Et le coût, c'est très raisonnable. C'est 10 $ pour les adultes, 5 $ pour les enfants. Et billet de saison, 50 $ qui vous donne le droit d'accéder aux 12 matchs locaux. Alors, c'est quand même bien. Quand même raisonnable. Oui. Du soccer, ça va au baseball. Une autre ouverture de saison qui va avoir lieu en fin de semaine du côté du Hall Volant qui œuvre dans la Ligue junior élite. On sait que c'est leur 3e année. Et que cet hiver, on a remplacé le personnel d'entraîneur au grand complet. On sait que l'an dernier, l'équipe avait très bien débuté en remportant 10 victoires d'affilée en levée de rideau. Mais après ça s'était un peu détérioré et on n'avait pas fait les éliminatoires. Alors, on voit que l'objectif cette année, c'est clairement d'amener l'équipe en série éliminatoire. Donc, on souhaite la bienvenue à Rox Séguin, Éric Boisvert, Luc Champagne et Éric Orbichaud qui vont s'occuper de diriger l'équipe. Écoutez, ça commence samedi contre Longueuil au Parc Sans-Cartier et dimanche, il y a également un programme double, les 2 jours, samedi et dimanche, c'est également au Parc Sans-Cartier contre Montréal. Le prix, là encore, c'est intéressant, c'est 8 $ pour les adultes, 5 $ pour les enfants. Billet de saison à 125 $ pour 25 parties. Là, ça, c'est quand même très raisonnable. L'association recherche des bénévoles pour aider soit à la billetterie ou à toutes sortes de tâches. On peut contacter l'association du Hall Volant au 776-2006 et il y a aussi possibilité là, de joindre à eux pour aller jouer au golf. Le tournoi du Hall Volant aura lieu samedi, le 7 juin, au club Kingsway. Parfait. Oui. Le X est mis à l'agenda. Et là, même s'il fait extrêmement chaud, tu nous parles de hockey. Oui, il faut quand même souligner là, les performances là, dans la Ligue Junior B de l'Est de l'Ontario. Les grands champions, c'est Castleman. On se souviendra peut-être qu'il tirait de l'arrière par 3-1 contre Ottawa-Ouest en finale. Ils ont réussi à remporter là, les honneurs de la grande finale là, par 4-3. Et cette année, ce qu'il y avait de nouveau, c'est qu'il y a un championnat de l'Est du Canada pour le Junior B. Et ça se déroulait en Nouvelle-Écosse. Et Castleman a remporté aussi ce championnat.
Donc, c'est une saison là, couronnée de gloire pour les Vikings. Écoutez, en Nouvelle-Écosse, ils ont joué 6 parties, 6 victoires. Ça a été simple. Mais la dernière, la finale, ça s'est gagné quand même en prolongation. Alors, donc, une saison de rêve qui se clôture du côté de Castleman. Et puis, l'an prochain, ben, ce tournoi-là va avoir lieu à Hampshire. C'est quand même intéressant. C'est du bon calibre de hockey. Parfait. Simon Tardif-Richard va aller à McGill. Oui, on sait que lui, il terminait son stage là, avec les Olympiques. Et ben, il a décidé là, de continuer du côté universitaire à McGill. Il aurait été sûrement un choix pour Ottawa, mais on sait qu'est-ce qui se passe. Ben, il s'en va du côté de Montréal, quand même une très bonne équipe. Le McGill, je pense qu'ils ont gagné le championnat cette année. On lui souhaite le meilleur. Oui. Et là, les Mustangs, nouveau capitaine. Oui, ils ont innové cette année. D'habitude, on nomme le capitaine un peu pendant le camp d'entraînement, avant le match ouverture. Ben, lors du tournoi de golf qui avait lieu samedi dernier, ben, la direction, ben, le personnel d'entraîneur en a profité là, pour dévoiler son capitaine. Ça va être Simon Danfous pour la saison 2014-2015. Alors, ben, Simon, lui, sa tâche, ben, ça va être de recruter des joueurs et puis de s'assurer que tout le monde ne mange pas trop de hamburgers pendant la belle saison. Excellent. Oui. On s'en va à la gymnastique. Oui, on apprenait plus tôt cette semaine que Jean-Paul Caron, qui est un citoyen originaire de Hull, quitte son poste là, auprès de Gymnastique Canada. Il était le directeur général depuis 14 ans. Alors, c'est pas rien. C'est pas, disons, d'un commun accord là, avec, entre lui et les dirigeants là, de Gymnastique Canada. Lui, il s'est dit, ben, après 14 ans, il est temps que je passe à d'autres choses. Et ça va être bon aussi pour le programme d'amener quelqu'un de nouveau. Depuis 1982, qui était sur la scène nationale comme directeur technique et haute performance. Mais lui, il ne s'en va pas s'asseoir. Son mandat, c'est de travailler pour amener le championnat du monde 2017 de gymnastique à Montréal. Alors, un gros défi. Excellent. Oui. Environ 40 secondes. Football, les Red Blacks. Oui, bien, les Red Blacks, on sait, nouvelle équipe du côté d'Ottawa. Ce qui est intéressant, premier match inter-équipe, le 7 juin, ça va se jouer au stade de Mont-Bleu. Donc, c'est ouvert là, à la population. Match inter-équipe. Puis, ben, vous allez avoir la chance de voir Simon Lemarquand, là, un ancien, justement, de la Ligue scolaire Subway, qui va s'aligner là, avec les Red Blacks, au moins pour la quarantaine. On fait beaucoup d'efforts pour aller chercher la clientèle francophone. Ah oui, de c'est ce côté de la important. Oui, région. oui, je pense que oui. Excellent. Et là, très rapidement, ta prédiction, Canadien Bruins, le prochain match? Ah, moi, ça reste la même chose. Canadiens en 7, ils vont le gagner ça à Boston. La théorie terrien. Excellent. Je te remercie beaucoup, François. Bonne soirée. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle, si vous avez des commentaires, des suggestions, des idées de reportages, m'écrire à nouvelle avec un s @tvc.qc.ca. Je vous souhaite une très bonne soirée.